Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui font l'actualité de ce mercredi 10 décembre. C'était un projet attendu. La médiathèque Caroline a été inaugurée ce matin par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Ce nouvel écrin culturel représente un espace de 2500 mètres carrés. Visite guidée dans quelques instants. Nathalie Stutzmann, nouvelle directrice artistique et musicale de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Cette personnalité marquante dans le paysage musical et grande amie de la principauté succède à Kazuki Yamada et arrive avec de grandes ambitions pour l'orchestre. Elle sera l'invitée de José Sacré. L'AS Monaco s'offre un précieux succès contre Galatasaray en Ligue des Champions. Les Monégasques ont dominé les Turcs 1-0 hier soir au Stade Louis II. Elle avait connu un large succès au Japon avec 27 millions de visiteurs. L'exposition universelle d'Osaka aura marqué les esprits, tout comme le pavillon Monaco. Sa commissaire générale Mireille Martini sera avec nous pour faire le bilan de la participation monégasque. Et puis dans ce journal également, cette action solidaire de l'AS Monaco Rugby au centre hospitalier Princesse Grace, un engagement qui mêle sport et partage autour d'une cause essentielle. Ces images pour débuter ce journal, celle de la toute nouvelle médiathèque Caroline. Cet espace culturel situé au cœur de la principauté a été inauguré ce matin par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Charlotte Casiraghi et Mélanie Antoinette de Massy étaient également présentes ainsi que des personnalités monégasques. Après avoir dévoilé un buste représentant le prince Pierre, la famille princière a pu découvrir une médiathèque moderne et spacieuse. Une équipe de Monaco Info a eu la chance de pénétrer dans les lieux juste avant son ouverture officielle. Visite guidée avec Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Tout proche du collège Charles III, dans un bâtiment qui ressemble à un navire, la médiathèque Caroline regroupe désormais en un seul lieu la bibliothèque, la vidéothèque, la sonothèque, la bibliothèque jeunesse et la ludothèque, dans un espace moderne, convivial et lumineux. Ce projet est conçu pour tous les publics, pour tous les âges, au service de la connaissance, du lien social et de la créativité. C'est un lieu magnifique. Quand vous avez fait la visite vous-même, personne ne disait un mot. Quand même, les gens étaient un peu subjugués. Et notamment, quand on arrive sur la proue, on a l'impression que c'est vraiment un livre ouvert sur la ville. Tout est réuni. Tout est réuni, tout le confort, toute l'harmonie, toute l'organisation. Vraiment, je remercie les équipes parce qu'elles ont travaillé énormément pour arriver à ce résultat. Ouverte à tous et gratuite, cette nouvelle médiathèque en quelques chiffres, la surface totale, 2500 mètres carrés, 118 places dans l'auditorium, 200 000 documents tous supports confondus, 36 personnes au sein de l'équipe, 80 places assises et plus de 39 heures d'ouverture au public. La médiathèque Caroline a pour vocation de rendre la culture et la connaissance accessibles à tous. Il y a des espaces un petit peu pour tout le monde. Donc on peut un espace pour les tout petits, les 0-3 ans, un espace bien sûr pour la jeunesse avec des cabanes qui j'espère vont les inciter à aller lire à l'intérieur ou tout simplement à rêver. Un espace pour les adolescents avec vraiment des collections dédiées et du jeu vidéo aussi. On a une salle de travail, de silence pour les étudiants ou les chercheurs. On a un auditorium magnifique de 120 places qui va nous permettre de proposer notre programmation culturelle dans de très bonnes conditions. Et puis énormément de coins, recoins au fil de nos collections où les gens vont, j'espère, s'approprier, trouver un endroit qui leur convient. Donc des assises différentes, des tables de travail, voilà un petit peu. Et puis on a la chance d'avoir un bâtiment avec une lumière qui est extraordinaire. Une nouveauté, la médiathèque Caroline sera également ouverte le samedi. Et enfin, de nombreuses manifestations y seront organisées tout au long de l'année, à commencer par ce vendredi, avec la projection du film Les Neiges du Kilimandjaro, en présence du réalisateur et de l'actrice. Il avait pris ses fonctions en 2016 en succédant à Gianluigi Gelmetti. Kazuki Yamada va quitter son poste de directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le nom de son successeur a été dévoilé aujourd'hui et il s'agit d'une femme, Nathalie Stutzmann, une figure dans le paysage musical qui entretient des liens étroits avec la principauté et dont le nom est reconnu à travers le monde. Elle est notre invitée ce soir et est interrogée par notre spécialiste, José Sacré.
Nathalie Sussman, bravo pour votre nomination en tant que directrice artistique et musicale de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. J'ai rencontré pas mal de musiciens, beaucoup de mélomanes qui sont ravis de cette annonce. Et vous avez sollicité cette place ou bien c'est venu comme ça? Comment vous étiez intéressé il y a longtemps ou pas? Non, pas du tout. C'est une proposition qu'on m'a faite, à laquelle je n'avais pas pensé ou pas rêvé. Mais j'ai été agréablement surprise, bien sûr. Je me suis posé beaucoup de questions et notamment de savoir si l'orchestre serait heureux de faire de la musique avec moi de manière plus intense, parce que je les connais bien déjà. Je dois dire que si je ne les connaissais pas bien, j'aurais sans doute hésité à accepter cette proposition. Mais c'est un orchestre qui m'a toujours touché. On en avait parlé ensemble lors de certaines interviews. Et quand il y a cette connexion, je pense qu'il faut essayer de continuer la collaboration et de faire quelque chose. Oui, parce que cette connexion, elle peut exister au bout d'un certain travail. Mais là, vous veniez seulement pour 2-3 jours à chaque fois. Oui. Et ça se passait toujours bien. C'est ce que Goethe appelle les affinités électives. Parce qu'en plus, bon, vous êtes venue en tant que chanteuse, contralto avec votre ensemble Orfeo 55, et puis en tant que chef d'orchestre, et même chef d'opéra, avec l'Élixir d'amour, et puis Tannhäuser en version française, dont tout le monde se souvient. Mais oui, ça a toujours été justement dans les deux genres un grand plaisir, parce que ce sont des musiciens qui aiment la musique, qui aiment faire leur travail, et qui, chaque jour, ont envie de faire mieux. Et quand on sent, en tant que chef, un orchestre qui a envie de faire ce travail, alors on sait qu'on peut créer des choses formidables. Quels sont vos projets pour cet orchestre? Il y en a énormément, mais je suis encore dans une phase d'observation. Pour moi, c'est très important de comprendre, de comprendre aussi culturellement, d'étudier l'histoire de l'orchestre. Donc, par exemple, j'ai demandé à avoir un historique des programmations des 30 dernières années, pour voir ce qui a été joué, pas joué, étudier un petit peu comment s'articule la saison, pour essayer de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de peut-être un peu plus tourné vers l'avenir et tourné vers la lumière, parce que c'est un orchestre que je trouve un tout petit peu trop dans l'ombre depuis quelques années, et j'ai envie de les remettre en lumière. C'est-à-dire de communiquer dans le monde entier, pas seulement en principauté, bien entendu, nous avons notre public et le public des alentours qui est essentiel, mais aussi faire savoir au monde que cet orchestre est formidable. Et donc ça passe par les médias, ça passe par vous, ça passe par la télévision, toutes les plateformes qu'on a aujourd'hui via Internet, qui sont très importantes, et puis surtout aussi une politique de disques, puisque j'ai la chance d'avoir un contrat d'exclusivité avec Warner Classic, et c'est très rare de pouvoir enregistrer aujourd'hui dans une major, et donc j'espère pouvoir faire de très beaux enregistrements, et ce qui peut nous amener aussi à refaire beaucoup de tournées, ce qui serait mon rêve. Alors, encore une fois, bon, vous avez dirigé partout dans le monde, et ici, c'est un peu particulier quand même. Hein. C'est pas les États-Unis, c'est pas la Norvège, etc. Il y a un public fidèle, qui, hélas, bon, c'est partout comme ça, vieillit. Est-ce que vous souhaitez faire des efforts vis-à-vis d'un jeune public? Et comment les attirer? Les conservatoires sont pleins, Orpheus du monde, et on les voit jamais au concert. Oui, c'est d'ailleurs une des questions que je vais poser, parce que lorsque moi j'étais étudiante en France et que j'étais au conservatoire, venir au concert symphonique était une obligation. C'est-à-dire que l'abonnement, c'est à partir du moment où on étudiait un instrument, on devait connaître le répertoire d'orchestre, et donc toutes les familles, alors à un prix extrêmement modeste, bien entendu, pour que tout le monde puisse avoir accès, mais tous les enfants, tous mes amis, de 9 ans à 15 ans, étaient à tous les concerts symphoniques. Donc c'était très sympathique, parce qu'au Poulailler, on avait tous les jeunes du conservatoire qui étaient présents. On allait très souvent, on était invités aux répétitions, parce que si on est intéressé dans son instrument et éventuellement son futur métier, c'est essentiel de voir comment un orchestre symphonique travaille. Donc en 3 ans, tous mes concerts sont à 98% remplis, ça veut dire pour une salle de 2300 places, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, j'espère pouvoir obtenir les mêmes résultats avec la politique artistique que je vais mener ici. Est-ce que vous savez déjà quels sont les musiciens que vous allez, les compositeurs que vous allez donner lors de vos prochains concerts? Le prochain concert, ce sera quand d'abord? Mais je ne sais pas, parce que justement, on est en train de chercher des dates. Ah oui. J'avais des dates qui étaient prises et qui n'ont pas été retenues, donc il va falloir trouver dès que possible des dates. Et
vous savez, la programmation, c'est un équilibre à trouver. Et c'est très important. Bien entendu que moi, à titre personnel, je ne dirige que des œuvres qui me touchent ou dans lesquelles j'ai l'impression d'avoir quelque chose à dire. Les autres, je les confie à mes collègues. Et dans la programmation, il y a aussi il y a plein de facteurs dont il faut tenir compte, je pense. Donc, les envies, les amours, évidemment, les affinités avec certains compositeurs, mais aussi ce dont l'orchestre a envie, quels besoins ils ont, qu'est-ce qui leur ferait du bien, ce que le public a envie d'entendre ou a besoin d'entendre, ou ce que le public pourrait aimer et qu'il ne connaît pas encore. Et tout cet équilibre est à trouver. Et peut-être essayer d'offrir, pas dans un esprit de compétition, parce qu'on est dans un monde où tout le monde est comparé à tout le monde, avec cette compétition qui est un peu ennuyeuse, mais plutôt essayer d'être unique. Merci. Merci à vous. Voilà pour cette interview de Nathalie Stutzmann, nouvelle directrice artistique et musicale de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Je vous propose à présent d'écouter les réactions du ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, et du directeur des Affaires culturelles, Françoise Gammerdinger, au micro de José Sacré. La direction d'orchestre, il faut évidemment que le chef soit légitime, il faut aussi que les musiciens soient en capacité de s'accorder avec le chef, il faut aussi que le chef soit, elle a parlé même d'amour, soit en osmose avec l'orchestre, et il semble que cela soit le cas. Donc c'est pour nous une bonne nouvelle, parce que ce que nous souhaitons, c'est évidemment que l'orchestre continue à rayonner comme il le fait aujourd'hui. Nous avons eu un concert dimanche qui s'est très bien passé, et je pense que la saison le démontrera aussi. Et donc il faut que ça se poursuive dans les années à venir, pour les saisons 2026-27 et à venir. Je pense que cette dimension de talent qu'elle a, bien évidemment, et conjuguée à sa chaleur humaine, va faire que nous allons avoir de très belles saisons en perspective. Elle va les amener aussi, bien sûr, de la nouveauté, avec davantage d'enregistrements, avec davantage aussi de diffusion à l'international. C'est ce qu'attendent les musiciens pour être nos ambassadeurs auprès des autres orchestres, des autres pays, de faire rayonner culturellement la principauté de Monaco. Et je pense qu'à la fois, comme elle dirige aussi l'orchestre d'Atlanta, ce sera deux continents qui vont se rejoindre grâce à elle et qui vont porter la musique hors des frontières. Et à noter que lors de son intervention, son Altesse royale, la princesse de Hanovre, a tenu à saluer le travail et l'engagement de Kazuki Yamada lors de ces 10 dernières saisons. Sous sa direction, l'orchestre a franchi de nouvelles étapes artistiques et consolidé son identité, a-t-elle ajouté. Vous avez pu la suivre en direct sur notre antenne hier, la séance publique législative, avec à l'ordre du jour 2 projets de loi, une proposition de loi et une proposition de résolution. Fabien Bonilla, bonsoir. Que devons-nous retenir de cette séance ? Oui, bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Commençons par les projets de loi qui ont été adoptés hier au soir. Tout d'abord, le projet rendant obligatoire certaines vaccinations jusqu'alors recommandées chez les enfants. Le but, retirer d'une liste la vaccination contre les maladies considérées comme éradiquées par l'OMS et ajouter à cette liste certaines vaccinations qui étaient jusqu'alors simplement recommandées, en vue notamment d'une harmonisation avec la législation du pays voisin et de faciliter l'accueil des enfants monégasques ou résidant à Monaco dans certaines structures françaises tenues de n'accueillir que des enfants un jour de leur vaccin. Le projet, qui a été voté avec 14 voix pour, 1 abstention et 2 voix contre, prévoit que ces dispositions seront applicables aux enfants nés après le 1er janvier 2025. Autre objectif, permettre en cas d'épidémie que les vaccinations puissent être rendues obligatoires pour toute personne par décision du ministre d'État et non plus par arrêté ministériel. Autre projet de loi voté à l'unanimité relatif à l'organisation de la sécurité civile afin de remplacer le plan général d'organisation monégasque des secours, dénommé plan Hormoz, par une nouvelle organisation permettant au pouvoir public de répondre aux nouveaux impératifs de sécurité civile et d'apporter une réponse globale à la gestion des événements importants, dénommé plan GEVIM. Autre thématique, une proposition de loi a été adoptée à l'unanimité lors de cette séance publique législative, la reconnaissance d'un statut de journaliste à Monaco, afin de protéger les professionnels, renforcer leur légitimité dans l'exercice de leur métier et disposer d'un cadre juridique. Cette proposition de loi devrait, semble-t-il, se transformer en projet de loi prochainement. Et pour finir, le Conseil national a adopté une résolution à l'unanimité visant à renforcer l'effectivité de la priorité nationale avec quelques pistes telles que le renforcement de l'exonération de charges patronales lors de l'embauche d'un monégasque dans le secteur privé
Et dans la fonction publique, entre autres, la création d'une commission mixte de la priorité nationale émettant un avis lorsqu'un monégasque est écarté malgré un profil conforme. La présence obligatoire de la direction des ressources humaines lors des entretiens avec un candidat monégasque, ou encore pour conclure, Émilie, la transmission systématique des évaluations détaillées aux candidats non retenus. Vous pouvez retrouver tout cela plus en détail sur le site du Conseil national. Merci Fabien. Prochaine séance au sein de l'hémicycle ce jeudi 11 décembre avec le début de l'examen du budget général primitif de l'exercice 2026 à suivre en direct sur Monaco Info à partir de 17h. En football, très belle opération pour l'AS Monaco hier soir lors de la 6e journée de Ligue des Champions. Le club de la Principauté s'est imposé 1-0 face à Galatasaray au terme d'un match animé. Pour en parler, Frédéric Elion nous a rejoint en plateau. Frédéric, cette victoire est capitale pour l'avenir des Monégasques en Ligue des Champions. Oui, ce match face aux Stambouliotes était clairement le tournant de la campagne de Ligue des Champions des Monégasques, Émilie, et cette victoire fait beaucoup de bien. Elle permet surtout à Monaco de croire encore à une qualification pour les barrages. Avec 9 points en 6 matchs, Monaco a encore son destin en main. Que ce soit au stade ou devant leur télé, les supporters monégasques sont passés par toutes les émotions hier soir. Ils ont d'abord retenu leur souffle lors d'une première demi-heure largement dominée par Galatasaray, qui rate 2 grosses occasions par Gundogan à la 13e et Yilmaz à la 19e. Monaco laisse passer l'orage, puis prend le contrôle des opérations dès le début de la seconde mi-temps. C'est là que la frustration apparaît côté supporters devant le nombre d'occasions vendangées par leurs protégés. Il y a tout d'abord le pénalty arrêté, ou plutôt raté, mal tiré, disons-le, par Zakaria à la 50e, puis 2 énormes situations gâchées par Balogun, pourtant en position idéale aux 59e et 62e minutes. La délivrance vient d'un coup du sort. Le gardien de Galatasaray, Chakir, se blesse et sort sur le corner qui suit. Son remplaçant se lance dans une sortie hasardeuse et Balogun, opportuniste, ne se loupe pas cette fois-ci. 1-0 à la 68e. Monaco aurait pu aggraver le score par Camara notamment, mais se contente finalement de cette victoire ô combien importante pour la suite. L'ASM reste dans la course. On savait aussi que c'était un match crucial, on va dire, dans notre parcours en Europe et que c'était important d'aujourd'hui de prendre les 3 points. Et voilà, c'est un match où on a aussi bien travaillé ensemble, comme on a pu faire contre Paris ou d'autres matchs. Donc je pense qu'il faut se servir de ce genre de match pour pouvoir les répéter quotidiennement. Encore un effort à faire et on va être dépendant aussi des autres résultats. Mais voilà, tout ce que je retiens, c'est que c'est notre 3e clean sheet aussi en Champions League, qu'on a plus ou moins le destin entre nos mains et que voilà, on fait pour le moment une campagne positive, mais il va falloir terminer. On a deux gros matchs qui nous attendent et il faudra être là. Pour valider sa qualif en barrage, Monaco va devoir négocier 2 sacrés virages, un déplacement sur la pelouse du Real Madrid, puis la réception de la Juventus Turin. Oui, et avant ces rendez-vous en Ligue des Champions, l'AS Monaco doit se concentrer sur le championnat. Les Monégasques se déplacent à Marseille ce dimanche en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Valentin Vachereau, sacrée révélation de l'année aux ATP Awards. Il a été distingué aujourd'hui après un vote de l'Association internationale des journalistes de tennis. Il faut dire que le Monégasque aura marqué l'histoire de sa discipline, mais aussi celle de la Principauté, en remportant en octobre dernier le Rolex Shanghai Masters. Valentin Vachereau s'est dit extrêmement heureux d'avoir remporté ce prix. Il a tenu à y associer l'équipe qui l'entoure depuis toutes ces années. L'Automobile Club de Monaco a dévoilé aujourd'hui l'affiche officielle du Formula One Louis Vuitton Grand Prix de Monaco qui aura lieu le 7 juin 2026. L'opportunité d'officialiser un nouveau chapitre dans la collaboration qui unit l'ACM et la maison Louis Vuitton. D'abord partenaire de l'Automobile Club de Monaco de 2021 à 2024, puis de Formula One depuis 2025. Louis Vuitton a accompagné de nombreuses victoires, dont celle de Charles Leclerc en 2024. La marque du groupe LVMH réaffirme ainsi son engagement et sa fidélité en devenant pour la première fois partenaire titre du Grand Prix.
Vous le savez, le sport permet de véhiculer de nombreuses valeurs, dont celle de la solidarité. C'est à ce titre que l'AS Monaco Rugby s'est engagé aujourd'hui pour une opération au centre hospitalier Princesse Grace. Quelques joueuses ont donné leur sang, tandis qu'à l'extérieur, une initiation au rugby était proposée au personnel de l'hôpital ainsi qu'à tous les volontaires. Sarah Inkari et Alexa Vial étaient sur place. C'est une pause pas tout à fait comme les autres. Ils sont brancardiers, chirurgiens ou encore agents de restauration. Et ce midi, ils se sont glissés dans la peau de rugbymen. J'ai fait du rugby plus jeune, du coup j'ai entendu qu'il y avait ça, je suis monté voir un peu et ça rappelle des souvenirs quoi. Ça vous a plu ? Ouais, c'est magnifique. Le rugby c'est dans le cœur. Moi je suis toulonnais de base, donc du coup c'est dans nos origines quoi. Cette mêlée générale de solidarité est portée par l'AS Monaco Rugby. C'est son président, également médecin urgentiste, qui a permis à ces deux mondes de se rencontrer. Je pense que c'est normal de récompenser, on l'a fait pendant le Covid, mais on ne l'a pas oublié. Pour autant, il faut continuer à récompenser, accompagner ces soignants qui sont si courageux au quotidien, et c'est ce qui les rapproche de notre sport. Donc nous, c'est que du sport, mais on a les mêmes valeurs. Tandis que les hommes dirigent des ateliers sur le terrain éphémère, à l'entrée de l'hôpital, à la Maison du Don, les féminines, elles, donnent leur sang. S'il y a quoi que ce soit pendant le don, tu me le dis de suite, Amandine. Moi, juste, je regarde pas. Il ne faut pas avoir d'inquiétude, on est très bien accueillis, on est tout dans la bienveillance, autant les médecins que les infirmières, que les dames qui vous servent le café si gentiment. Il ne faut pas avoir d'inquiétude, il faut y aller. Un message qui résonne d'autant plus fort à cette période de l'année où les réserves sont particulièrement basses. On s'approche des fêtes de Noël qui sont par essence chaque année une période très difficile puisque les gens partent en vacances et donc ne pensent pas forcément aller donner leur sang quand ils sont en vacances. Entre prise de sang et passe, le rugby fera une nouvelle fois équipe avec le personnel hospitalier samedi au stade Prince Héréditaire Jacques en marge du match qui opposera Monaco à Millau. Ça laissera quelques jours pour s'entraîner. Elle avait connu un large succès au Japon avec 27 millions de visiteurs. L'exposition universelle d'Osaka aura marqué les esprits. Parmi les 160 pays représentés, Monaco aura trouvé sa place avec un pavillon pensé comme un lieu d'émerveillement, de prise de conscience et de transmission, rappelant les engagements de la principauté. Ce soir, lors d'une conférence de presse, la commissaire générale a fait le bilan de la participation monégasque à cette exposition universelle au Japon. Elle est en duplex avec nous. Bonsoir Mireille Martini. Bonsoir Émilie. Vous venez de clôturer officiellement une belle et riche aventure au Japon. Que retiendrez-vous de ces 6 mois d'exploitation du pavillon Monaco à l'Expo Osaka ? Écoutez, je retiendrai énormément de choses. D'abord, c'était une formidable aventure humaine et diplomatique. Nous avons vécu 6 mois de rencontres, d'accueil, de personnalité. Et ce que je retiendrai, c'est le regard émerveillé des visiteurs. Cela aura été un travail de longue haleine avec toute votre équipe, de la conception du pavillon jusqu'à son ouverture en avril dernier. Tout à fait, et jusqu'à son démantèlement, puisque là nous en sommes à la phase de démantèlement du pavillon. Et la journée de Monaco restera l'un de vos meilleurs souvenirs ? Ah, évidemment, la journée Monaco de juin a été vraiment un moment incroyable. Un engouement du public japonais pour le souverain, pour la délégation, et un succès incommensurable des ballets de Monte-Carlo, de l'Académie Princesse Grace et bien évidemment de l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Vous l'avez mentionné, le pavillon Monaco aura connu un large succès. Il aura su séduire le public venu en nombre. Le public effectivement a répondu aux attentes des organisateurs tout d'abord, puisque l'objectif des 28 millions de visiteurs a été atteint. Et nous sommes ravis d'avoir fait 5,25% de ce chiffre, puisque nous avons accueilli presque 1 500 000 personnes sur notre pavillon. Et quels étaient les retours de ces visiteurs sur place ? Un étonnement de ce que Monaco pouvait présenter, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'un pays d'une si petite taille puisse faire autant de choses, et notamment en matière de protection de l'environnement. Des regards émerveillés et surtout de trouver que ce pavillon était d'une élégance rare.
C'est une page qui se tourne ce soir, mais un autre chapitre s'ouvre avec la prochaine exposition qui aura lieu à Belgrade en 2027, c'est ça ? Tout à fait, Émilie. Le souverain a souhaité que Monaco participe à l'exposition spécialisée qui se tiendra donc en 2027 à Belgrade, qui est une exposition qui ne durera que 3 mois. Et ensuite aussi la préparation de la prochaine exposition universelle en 2030 à Riyad. Et comment on prépare un tel événement en amont ? Écoutez, c'est un travail de réflexion par rapport d'abord au thème des expositions, de savoir ce que Monaco a envie de montrer dans la partie du monde dans laquelle les expositions se déroulent. Et voilà, donc c'est une réflexion avec le gouvernement, les entités privées, essayer de voir voilà, ce qu'on va vouloir mettre en avant et en exergue. Et ensuite, à partir de là, d'une scénographie, on travaille avec les architectes pour avoir un pavillon complet. Encore une fois, un long travail que vous allez mener avec toute votre équipe. Merci infiniment, Mireille Martini, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Émilie. Le magazine Côte Monte-Carlo a sacré hier 6 nouveaux talents pour leur engagement ou leurs résultats dans différents domaines. Ils participent à leur manière au rayonnement de la principauté. Pour leur remettre leur prix, une soirée spéciale était organisée hier soir au Marius. Retour en images avec Sarah Incari et Alexandra Paolini. Monaco a du talent et cette soirée, organisée par Côte Magazine, référence incontestée en matière d'art et de style de vie sur la Côte d'Azur, en est la preuve. On s'est rendu compte, puisque maintenant ça fait un peu plus de 2 ans qu'on édite donc, un magazine qui s'appelle Côte Monte-Carlo, que cette principauté foisonne de talents. Et ce que l'on souhaitait, c'était mettre en valeur et récompenser ces talents en organisant d'une part un numéro leur étant consacré et d'autre part en faisant une soirée avec une cérémonie et cette fameuse remise des talents. Pour décerner ces trophées, un jury composé de 7 personnalités monégasques a été composé. Parmi elles, Johanna Oudrouge. Nous soutenons Côte avec les éditions qu'il faisait déjà à Nice. Et c'était la première édition qu'il faisait dédiée justement aux personnalités de la principauté à Monaco. Donc c'était vraiment un honneur d'être appelé pour être membre du jury et particulièrement pour remettre le prix entrepreneurial à une femme dirigeante et entrepreneuse d'exception, Sylvie Biancheri, qui est directrice générale du Grimaldi Forum, qui a justement fêté ses 25 ans cette année. Je suis très heureuse évidemment, ravie de ce trophée. Ça récompense, je dirais, une large part de ma vie professionnelle au Grimaldi Forum, puisque vous le savez, j'y suis depuis le début, un petit peu même avant. Je faisais partie de la cellule de préfiguration que j'ai intégrée début 98. Comme elle, 5 autres talents ont été récompensés. La pianiste Stella Almondo, la nageuse Lisa Pou, la présidente d'Écoute Cancer et Confort Valérie Barilaro, le fondateur d'Easy Group Sir Stelios et Pauline Ducruet pour son parcours dans l'univers de la mode. Le reportage qui va suivre va sûrement intéresser tous les passionnés d'archéologie ou d'histoire de l'art. L'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo propose demain une vente aux enchères un peu particulière qui rassemble des pièces qui ont traversé le temps. Les détails d'Alban Gingembre et Alexa Vial. Sculptures en bronze, marbre, poterie, bijoux, pierres gravées, 265 lots attendent leur acheteur à l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. We are going to make a journey from all the human history and art production from the 4th millennium before Christ until around the 2nd, 3rd century AD, that is the Roman imperial era. We made a selection looking the quality of the work, the rarity, the state of preservation, and especially the provenance. In this sale there are several lots that belongs to a very important collectors, and they also publish it in several studies. So this can be very valuable for this kind of artifacts. Et parmi ces nombreuses pièces, cet expert nous présente son coup de cœur, cette bague datant de l'ère romaine estimée entre 2000 et 2500 euros. This is engraved in this very little stone, a depiction of Mercury, that is Hermes god, with his attributes, and is set in a gold ring. So it's something that you can wear nowadays, but it's always a piece of collection.
Si ce coup d'œil dans les vitrines de l'Hôtel des Ventes a attisé votre curiosité, sachez que la vente aux enchères est prévue demain à 15h. L'AMAPI, l'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée, a organisé, comme chaque fin d'année, sa traditionnelle journée portes ouvertes. L'opportunité d'en savoir plus sur cette association et le travail de ses bénéficiaires, mais aussi de faire quelques emplettes en ces fêtes de fin d'année. Fabien Bonilla et Hugo Comassa. Pas besoin d'être perspicace pour comprendre que Noël est au cœur de cette journée porte ouverte de l'AMAPI, l'association monégasque pour l'aide et la protection à l'enfance inadaptée. Cette association accueille des personnes en situation de handicap, 59 bénéficiaires au total, et aujourd'hui leur atelier revêt un habit particulier. Sapin, chaussettes rouges et blanches, rennes, lutins, le décor est bien planté et les nombreux bénéficiaires de l'AMAPI sont là pour accueillir les personnes qui montent dans leurs locaux situés à Fontvieille pour faire des emplettes. L'idée, c'est de présenter un petit peu tout le travail que font nos bénéficiaires au travers, effectivement, de tout ce qui est possible d'acheter pour, effectivement, les fêtes de Noël, des coffrets, travail sur bois. Donc ça met en valeur, effectivement, tout le travail qui a été fait ces 3 derniers mois pour pouvoir aujourd'hui les offrir aux personnes en termes de visite. De nombreux objets étaient à la vente et préparés ou confectionnés par les membres de l'AMAPI. Aujourd'hui, c'est un grand événement parce qu'on fait la journée porte ouverte avec les membres de l'AMAPI. Et en fait, on vend nos œuvres qu'on a fait avec des paniers qu'on a fait aussi, qu'on les vend au profit de l'AMAPI. Voilà, c'est pour voir un peu tout le monde, pour que les gens ils viennent acheter les cadeaux de Noël avant Noël quand même. Moi, j'ai fait des couronnes, des crèches. Aussi, il y a des bougies aussi. Les bougies sont derrière moi. Des sapins qui s'illuminent, des sapins, des couronnes qu'on a fait, des oursons, des bougies derrière, des savons, plein de choses. Plusieurs journées portes ouvertes sont organisées dans l'année à l'AMAPI, notamment pour les fêtes des mères et des pères, et bien sûr, comme ici, pour les fêtes de Noël. Et d'ailleurs, à cette occasion, nous laissons le mot de la fin à Mia. Joyeux Noël! Et pour suivre l'actualité de l'AMAPI et de ses bénéficiaires, n'hésitez pas à suivre l'association sur son site internet et ses réseaux sociaux. Après le Vietnam et le Cambodge cet été et la Tunisie à la Toussaint, les petits chanteurs de Monaco seront en Italie ce samedi. Ils donneront un concert à Rome à l'invitation de l'ambassade de Monaco près le Saint-Siège. Cet événement s'inscrit dans le cadre des manifestations du jubilé de l'Église catholique. Le chœur clôturera ainsi sa saison de concert 2025 en interprétant une dernière fois le programme de l'année sous la direction de Pierre Debat. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo d'Alexandra Pagny, suivies des sorties cinéma de la semaine. On referme ce journal en souhaitant un très bel anniversaire au prince héréditaire Jacques et à la princesse Gabriella qui fêtent aujourd'hui leurs 11 ans. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à vous. Jeudi, le soleil devrait être de retour après l'épisode nuageux de la veille. Les températures seront toujours agréables pour ce mois de décembre, avec un mercure situé entre 10 et 14 degrés. Le soleil se couchera de nouveau à 16h54. Et n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Daniel. Bonne soirée sur Monaco Info. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.